sur les arômes, avec ma collègue Alexiane Desbiens qui vient de nous rejoindre pour venir renforcer la thématique Food and Feed. Je te laisse dire quelques mots, Alexiane, sur toi. Oui, bien sûr. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Alexiane Desbiens. Donc, comme l'a dit Jessica, je suis nouvellement arrivée au pôle et j'ai le plaisir de travailler pour la communauté Food and Feed, donc avec Alice Meuniès, qui est responsable innovation. Et je suis du coup chargée de projet. Donc, je vais vous accompagner dans les montages de projets, dans vos mises en relation avec les adhérents et toutes les questions techniques qui se rapportent du coup à cette communauté. Juste en quelques mots pour me présenter. Donc, j'ai quelques expériences du coup en R&D et en gestion de projets innovants chez différents acteurs de la filière, donc autant en nutrition humaine qu'en animal que chez un semencier. Et donc, je mettrai à profit mes expériences du coup dans cette belle communauté Food and Feed. Et voilà. Merci beaucoup Alexiane. Donc je suis également entourée de nos 4 intervenants aujourd'hui. Donc on a Renaud Bois de Métarom, Antoine Thomas de Le Saffre, Émilie Bourgeois et puis Christian Salle de la SAT Science et Damien Steyer de Twist Aroma. Donc bonjour à vous les intervenants. Bonjour. 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 Vous êtes beaucoup à vous être inscrits, donc en attendant que tout le monde arrive, je propose de te laisser la main, Alexiane, si tu peux nous faire un petit focus sur les événements à venir, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Donc, par rapport aux événements à venir, donc vendredi, donc demain, nous avons organisé un quiz en fait au sein du pôle IAR qui va tourner autour de la bioéconomie. Donc, c'est un format 100% digital, c'est réservé aux adhérents. Et du coup, il va y avoir des petits quiz sur des questions au niveau des adhérents, au niveau de la bioéconomie en général. Donc, on vous invite nombreux à venir à vous amuser avec nous. Et il y aura évidemment des lots à gagner, des entrées pour des journées techniques ainsi que des bouteilles de champagne. Donc, c'est l'occasion de finir l'année en beauté. Donc, venez nombreux. Et également, je voulais vous proposer donc une journée technique qui sera également en format 100% digital, donc qui sera du coup le 4 février 2021, qui s'articule du coup autour de la nutrition animale, donc microbiote et réduction d'antibiotiques. Donc le sujet va tourner autour de ces thématiques et surtout l'influence des antibiotiques sur le microbiote intestinal et leur rôle dans la digestion, l'immunité et la croissance de nutrition animale. Donc, ça va être le matin des conférences autour de 2 sessions, microbiote alternative, et l'après-midi sera réservé aux sessions de rendez-vous en B2B, donc pour réseauter et pour pouvoir justement discuter de cette thématique. Donc, également, nous vous attendons nombreux sur ces 2 événements prochainement. Merci Alexiane. Alors, tous à vos agendas, on va vous faire obtenir le lien dans les questions et réponses, dans les discussions. Donc, vous pourrez vous inscrire directement. On va commencer donc par la première présentation donc, de Métarom, Renaud Bois, donc directeur recherche et développement. Donc, les arômes, solutions naturelles pour la reformulation. Donc, je vous laisse la main sur l'outil. Merci. Merci Jessica. Hop. Est-ce que tout est OK? Oui. Je bascule en plein écran. C'est ça. Donc, bienvenue à tous. Merci Jessica d'avoir proposé à Métarom de pouvoir participer à ce webinaire. L'idée des 20 prochaines minutes, ça va être d'aborder un peu en surface. Je suis désolé pour les personnes qui attendent certaines questions peut-être très techniques. On pourra y répondre dans les 5 minutes qui suivront. L'idée, c'est de faire un premier tour d'horizon de ce que sont les arômes et plus particulièrement les solutions naturelles dans le cadre de certaines reformulations, que ce soit dans le cadre d'une reformulation pour du Nutri-Score ou dans le cadre d'adjonction de protéines. Très rapidement, il me paraissait quand même intéressant, même si on est des professionnels du secteur, de aussi se positionner sous l'angle un peu plus général que peut-être le consommateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, les arômes alimentaires sont des ingrédients qui sont relativement jeunes et en lien fort avec l'industrie agroalimentaire. Ils sont apparus dans les années 50, suite vraiment juste après la guerre, pour accompagner finalement le développement de l'industrie agroalimentaire. On le voit, là, 3 pubs qui sont un peu le reflet finalement des différentes époques. La première dans les années 70 où le principe de l'industrie alimentaire était plutôt de nourrir un grand nombre de personnes avec des produits
on va dire plutôt en nombre et accessible. Dans les années 80, il y avait commencé à avoir un peu plus de notion de plaisir. Donc là, on voit le Banga, donc toutes les pubs sont sur la partie boisson qui était un peu plus simple pour présenter. Donc Banga, l'idée c'était vraiment d'avoir un peu un côté fun. Et on voit apparaître de plus en plus maintenant dans les années 2020 des produits sur lesquels on voit apparaître un claim ou des claims avec des statuts beaucoup plus de naturalité. On met en avant les ingrédients, du multifruit, de l'eau de source ou autre. Donc on voit bien finalement par rapport à cette évolution de l'industrie agroalimentaire aussi des accompagnements de l'industrie des arômes pour aller dans ce type de produits. Ce qu'il est important de noter, c'est finalement que le consommateur est de plus en plus informé, de plus en plus éduqué, alors soit par lui-même ou soit à travers d'autres outils, et il est de plus en plus conscient de ce qu'il consomme. Ce qui va forcément l'amener de ce fait à être beaucoup plus exigeant, méfiant et parfois curieux. Ça va dépendre du degré de prise de conscience que peut être l'alimentaire dans son périmètre. Le but de ma présentation, comme je l'ai précisé tout à l'heure en introduction, je vais présenter rapidement, faire un petit tour d'horizon de la réglementation des arômes, en me basant un peu plus particulièrement sur les solutions naturelles. Donc, il y aura les arômes naturels 2 et autres arômes naturels, et les arômes naturels. Je ne parlerai pas des arômes de fumée ou ce type de choses. C'est pas le but de cette présentation. J'enchaînerai ensuite sur les arômes d'aujourd'hui et de demain. C'est vrai que sur cette partie naturelle et les arômes actifs, il y a vraiment des choses qui sont en train de se déplacer par rapport, encore une fois, aux problématiques de l'industrie agroalimentaire qui cherche en effet par ces reformulations ou par ces adjonctions de protéines à pouvoir masquer, et ça sera le but de cette troisième partie sur laquelle je parlerai de la partie reformulation Nutri-Score et du masquage de protéines. Ce sont deux exemples qui ne font pas l'ensemble de notre profession. Très brièvement, je vais vous parler de Metarome en une slide. Metarome, c'est un groupe agroalimentaire. Alors peut-être qu'il fallait que je mette en... Non, je pense que c'est OK. Groupe agroalimentaire, PME française, nous sommes basés en périphérie d'Amiens. Nous sommes 140 sur le site. Nous avons été créés en 1953. Nous avons deux métiers majeurs, arômes et caramel, 10 filiales à travers le monde, depuis les États-Unis jusqu'à l'Australie, en passant dernièrement par une implantation en Malaisie. Par rapport à la R&D, il y a 30 personnes qui travaillent en R&D à travers le groupe, dont 20 sur le site d'Amiens. 80 pays, un peu plus de 80 pays desservis. Nous envoyons tous les ans environ 20 000 échantillons et développons un peu plus de 1500 produits par an, que ce soit arôme ou caramel. Sur ce qui est un arôme, alors on va peut-être faire comme ça sera plus facile. Un arôme alimentaire, je vais m'attarder vraiment sur cette partie plutôt naturelle, donc je ne vais pas parler des arômes, on va dire, simples. Donc il y a 4 grandes familles, arômes naturels, qu'on va nous appeler AN, arômes naturels 2, ANX avec autres arômes naturels, donc cette catégorie en cercle jaune, et ensuite les arômes naturels 2, et suivi par le nom de l'aromate. Le X étant la partie de l'aromate. Alors, dans un schéma très synthétique, j'espère que je ne vais pas froisser certaines personnes. Arôme naturel, il n'y a pas d'origine botanique, ou il n'y a pas en tout cas d'aromate dans cet arôme-là, dans cette catégorie réglementaire. Tout vient exclusivement du domaine, on va dire, de la chimie, de la synthèse, avec des procédés par contre qui seront naturels. Que ce soit de la fermentation, entre autres, qui sera certainement présentée par la suite par le SAF. Des arômes naturels 2 et autres arômes naturels. Donc là, on est sur une liste un peu à rallonge. La plupart des ingrédients qui sont à l'intérieur peuvent être en effet issus de X. Il faut que ça participe au goût. Mais la grande partie n'est pas, donc on est un modèle un peu hybride, n'est pas issu de X. Pour arriver vraiment à cette catégorie un peu spécifique que sont les arômes naturels de X, il faut que 95% finalement du goût proviennent de l'aromate cité. Un arôme naturel de vanille contient pour sa partie aromatique 95% issu de la gousse.
et les 5% autres étant uniquement là pour typer, standardiser, on va dire, le profil, pour éviter que d'une saison à l'autre, d'une récolte à l'autre, il puisse y avoir des variations. Donc ça, ces 3 arômes ont dans leur dénomination le statut naturel, et pour autant, derrière ces 3 dénominations, il peut y avoir des définitions, en tout cas des statuts différents, de aucune trace finalement d'aromates jusqu'à plus de 95% d'aromates présents sur la partie aromatique. J'ai oublié de préciser, un arôme alimentaire est un ingrédient qui n'est pas destiné à être consommé en état et qui est ajouté aux denrées alimentaires pour leur conférer une odeur et ou un goût ou les modifier. C'est important, ça n'a pas vocation à colorer un produit comme on peut le rencontrer parfois dans certaines situations. C'est bien un rôle aromatique. Par rapport à cette première définition, et en croisant un petit peu avec ce qui peut se passer sur le marché, on voit qu'il y a quand même des tendances qui apparaissent. Vous, en tant que professionnel et aussi en tant que consommateur, on voit que le naturel, évidemment, apparaît. Les consommateurs veulent de plus en plus de transparence, d'étiquettes qui soient le plus compréhensibles possible. C'est vrai qu'entre un arôme naturel et un arôme naturel 2, c'est pas toujours évident, finalement, par rapport aux consommateurs. C'est en ça où, finalement, ça rassure le fait qu'il y ait du naturel. On peut avoir cette dénomination arôme naturel 2, vanille, qui va encore plus aller un peu plus loin sur l'origine, la source finalement, la source du goût. Donc c'est en ça où finalement cette notion d'aromate est importante et on voit de plus en plus de produits qui se développent chez Metarome. Pour information, plus de 80% des développements faits par l'équipe sont en statut naturel. Et avec un grand sujet que sont les arômes naturels 2. Je ne vais pas aller plus loin, mais en tout cas sur la partie biologique, la nouvelle réglementation qui devait rentrer en prise en compte en janvier 2021 sera finalement décalée d'1 an et demander à avoir des arômes naturels, un minimum des arômes naturels 2 dans leurs produits et plus un simple arôme naturel. Donc, le consommateur attend en effet de la naturalité, de la domination de plus en plus. Et ce qu'on peut voir apparaître aussi de plus en plus, c'est tout ce qui est partie nutritionnelle. Donc, le consommateur veut de plus en plus de naturel et il veut finalement avoir des produits qui soient aussi bons en termes de goût et aussi en termes de nutrition. Donc, c'est là où Metarome s'est positionné aussi sur des programmes de recherche qui visent à pouvoir accompagner nos clients dans les défis actuels et futurs sur tout ce qui est finalement Nutri-Score ou amélioration nutritionnelle des produits. Sur la partie, donc je vous ai abordé la partie purement avec définition arôme. Il y a aussi une autre famille qui se rattache à la même visée finalement, qui est de pouvoir aromatiser, apporter du goût à une denrée alimentaire. Ce sont les extraits. Donc un extrait, c'est un produit qui est obtenu par un traitement d'une matière première naturelle. C'est peut-être par exemple de la gousse de vanille, par un ou plusieurs solvants. On peut très bien obtenir des huiles essentielles, d'agrumes par exemple, des distillats, des alcoolats en fonction du solvant qui sera utilisé et des procédés nécessaires. Donc chaque procédé amènera des caractéristiques physiques spécifiques et sensorielles en fonction de la partie de la plante qui sera aussi extraite. Ce qui est là important, c'est que 100% de la partie aromatisante vient de l'aromate. Il n'y a aucune adjonction de molécules pour standardiser le produit. Un petit focus sur Metarome par rapport à ce positionnement. Depuis 2019, nos programmes de recherche ont aussi amené à étendre finalement l'étendue de nos capacités d'extraction en interne et notre capacité aussi à accompagner les nouveaux développements sur les arômes naturels 2, qui contiennent de ce fait des extraits à hauteur de environ 95%. Donc un atelier d'extraction qui est dédié, plus de 80 matières qu'on doit considérer comme étant nobles, la gousse de vanille étant un produit qu'on peut considérer noble par sa nature. Contrôle de matières premières, évidemment, tout ce qui sont les contrôles standards, pesticides, métaux lourds et autres, sensoriels, caractéristiques diverses et variées. L'idée, c'est de pouvoir être garant de signature unique. C'est vrai que la combinaison de process et de solvants amène à avoir des signatures aromatiques très spécifiques. Une même gousse reçue chez Metarome ou chez un autre de nos confrères apportera certainement une signature différente en fonction du procédé d'extraction, des différents réglages qui pourront lui être appliqués.
Et donc, ça permet vraiment d'avoir des opportunités de développement sur mesure, ce qui est aussi important pour pouvoir se différencier par le consommateur en produit fini. Ça, c'était sur la partie, on va dire, conventionnelle. Donc, arôme et extrait. Donc, dans la réponse d'une solution naturelle pour un produit conventionnel dans le sens actuel, on va dire, non reformulé. Et nous avons là aussi, alors c'est un peu plus long, ça fait depuis plus de 5 ans, étudié finalement les tendances qui pouvaient exister et apparaître. Donc, il y a 5 ans, le Nutri-Score était déjà discuté, mais disons qu'on le voyait beaucoup moins apparaître, et ce qui est maintenant quand même beaucoup plus marqué dans les détails. Donc, Nutri-Score pour la partie amélioration nutritionnelle au sens large. Et dans la deuxième partie, j'aborderai le masquage de protéines, qui est un autre challenge différent, qui est peut-être complémentaire de la partie Nutri-Score, mais malgré tout différent. Sur cette partie-là, c'est vrai que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est toujours le consommateur. Le consommateur recherche de la nutrition. Donc, l'amélioration nutritionnelle, l'amélioration du score, Nutri-Score, passe par différents leviers qu'on verra juste après. En gros, il y a quand même quelques leviers qui sont la réduction de la quantité de matière grasse, l'utilisation un peu plus massive d'ingrédients d'origine végétale, et on peut ensuite, par rapport à certains produits, enrichir par des protéines, des ingrédients fonctionnels. L'angle purement, c'est bon pour la santé. Ensuite, il y a le c'est bon, ça me fait plaisir, qui est quand même un des facteurs clés de succès de produits agroalimentaires, c'est cette case de plaisir. Donc, c'est là où les solutions ActiSense vont jouer. C'est sur capacité à moduler finalement les différentes saveurs, amener à des temporalités différentes par rapport à des notes aromatiques. C'est là le travail sur l'année sensorielle, réussir à déterminer quelles sont les cartographies finalement sensorielles qu'on va avoir dans un produit, ce qu'on appelle nous une signature aromatique finalement, et qui est primordiale par rapport à des clés de réachat chez certains de nos clients. Dans le cadre d'une reformulation, un client va vouloir garder finalement sa signature aromatique malgré le fait d'être en amélioration Nutri-Score. Donc ça, c'est des travaux qu'on mène en partenariat avec nos clients pour comprendre cette signature et pouvoir jouer avec eux pour les accompagner sur une sorte de coaching sensoriel, pour les accompagner sur cette signature. Et dans certains cas, c'est apporter du mouthfeel. Quand on est en diminution de matière grasse, on peut avoir dans certaines matrices une réduction de ce mouthfeel, avoir un produit beaucoup plus sec en bouche, par exemple, beaucoup moins nappant. Le but de la solution, c'est aussi de pouvoir participer à cette sensation agréable que peut être le mouthfeel. Et parce que chez Metarome, nous sommes 100% dédiés à nos clients et à jouer sur le cadre du sur-mesure, nous accompagnons dans leur développement de l'amélioration, que ce soit amélioration Nutri-Score ou l'ajout sur des produits très chargés ou très contenant des grandes quantités de protéines. On va avoir de l'accompagnement sensoriel spécifique, comprendre, orienter aussi sur des choix d'aromatisation qui sont peut-être plus masquantes naturellement. Des produits amers accepteront par exemple plus facilement des produits au chocolat. Le chocolat, l'amertume va amener plutôt un profil chocolat noir, par exemple. On évitera d'autres notes qui ne vont pas naturellement avec de l'amertume, par exemple. Et ces solutions, elles sont maintenant quasiment très majoritairement toutes naturelles. Donc deux solutions, entre autres, qui peuvent exister dans notre portefeuille de données, de connaissances. ActiBoost, le but c'est de pouvoir booster, moduler les sensations sucrées, et ActiMask pour tout ce qui va être finalement le masquage de protéines, entre autres, que ce soit végétal ou voire animal, voire encore d'autres origines. Donc le premier exemple, c'est sur du Nutri-Score. Brièvement, je ne suis pas là pour parler Nutri-Score, mais simplement, c'est un principe assez simple. Des points positifs, tout ce qui est considéré comme étant bon pour la santé, et des points négatifs, qui sont plutôt des ingrédients qui, pris de manière unitaire, sont un peu moins bons dans le contexte en tout cas du produit pour la santé. Protéines, fibres, fruits et légumes, plutôt positifs dans la balance. Et sucre, sel, gras, calories, plutôt des points négatifs. Dans le cadre, par exemple, d'une reformulation d'un cake qui souhaiterait passer d'une recette D à une recette B, on va jouer sur l'origine des matières grasses. Les acides gras saturés sont plutôt des points négatifs. Donc on va plutôt aller faire sur des changements. Donc le beurre est plutôt pas dans le bon sens pour aller vers du B. On va choisir plutôt d'autres huiles insaturées. On va réduire en sucre, on va ajouter de la protéine.
Donc tous ces changements amènent à des modifications plus ou moins profondes en fonction de l'état de démarrage finalement du produit. Partir d'un E pour arriver à un A, on va arriver face à des grandes problématiques. Passer d'un D à un C ou un B, ce sont des choses que l'on sait faire actuellement en fonction des attendus consommateurs. Donc ça, c'était juste pour repréciser un petit peu les leviers finalement qui apparaissent. Sucre, exhausteur, sel, exhausteur, matière grasse peut exhauster aussi. Donc on est systématiquement sur les ingrédients on va leur demander d'être réduits et qui malgré tout participent de manière significative au profil aromatique. Donc premier exemple, juste sur l'attribut sucre, nos solutions ActiBoost permettent en effet de moduler finalement pour se dire je souhaite faire qu'une réduction de moins 10% en sucre par exemple, et demain je souhaiterais ensuite aller sur du moins 15 tout en gardant finalement une évolution naturelle de ma signature. Ce sont des choses qu'on fait à l'heure actuelle pour ne pas passer finalement d'un plein sucre à une réduction qui serait de l'ordre de moins 30%. C'est possible de faire évidemment un accompagnement plutôt par étape. Et certains clients choisissent plutôt cette action-là pour éviter d'amener des notes trop clivantes rapidement. Sur la partie signature aromatique, donc là on était vraiment sur la partie de gauche, déterminer l'intensité, on était vraiment sur un seul attribut, le sucre. Sauf qu'un produit ne se résume pas à un seul attribut. Et là, dans cet exemple-là concret, on était sur des barres pâtissières type cake. Et l'idée, c'était de se dire, on part d'un produit donc, qui est ici en zone foncée. La simple réduction, là, en l'occurrence en sucre, amène à une modification profonde finalement des attributs autres que le sucre. On voit bien un décroché sur le sucre, mais encore plus vrai sur d'autres descripteurs. L'idée de la solution ici, ça a été de pouvoir rééquilibrer finalement l'ensemble des 5 attributs, que ce soit le sucre certes, mais les autres, pour vraiment regagner finalement cette signature aromatique qui fait le succès en l'occurrence de ce produit. Donc ça, c'était des exemples. On fait du séquencé où on a une approche un peu plus holistique, un peu plus générale, pour finalement avoir une vision globale du produit, et non pas sur un seul attribut, où là, il y a quelques années, ça pouvait être j'ai du sucre, je mets un booster sucre, j'ai de la vanille, je vais mettre juste un arôme vanille. On est quand même sur quelque chose qui est beaucoup plus complexe à aborder et qui est sensoriellement un peu plus intéressant. Ouais. Il vous reste 2 minutes pour conclure. Ça ira très bien. Là, c'était des exemples identiques. On voit des courbes d'intensité sur la partie sucre, sur la partie gras. On est bien sur la partie mousse-huile qui est tout aussi intéressante. Sur la partie masquage de protéines, différents leviers, on voit bien, ça va jouer. Je pense que toutes les personnes qui ont consommer des produits plus ou moins enrichis en protéines, à l'exception, on va dire, notable sur la partie sensorielle de la protéine de lait, qui est quand même plutôt assez acceptable dans certains registres. Des protéines végétales de ce type, donc que ce soit du soja ou du pois, on peut voir dans certains produits, et pas que pour les bodybuilders ou la partie nutrition santé ou fonctionnelle, on va dire, des produits qui sont enrichis de manière assez marquée. Et là aussi, on va aller sur de l'amélioration hédonique, finalement, pour réussir à masquer de manière un peu ciblée, que ce soit des notes végétales, des notes vertes qui pourraient apparaître en fonction des origines. On a des très bons résultats qui peuvent apparaître, que ce soit sur le pois, sur le soja et d'autres encore aux origines botaniques ou végétales, enfin, en fonction des produits. On n'a pas de solution magique qui fonctionne avec toutes les protéines. On est vraiment à chaque fois sur du sur-mesure parce que les procédés d'obtention des protéines sont trop différents et les origines des protéines sont trop différentes pour avoir finalement une solution fonctionnelle qui marche partout. Voilà, je pense que j'ai tenu à peu près le délai. Ça va être le temps des questions. Juste, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur LinkedIn, à pouvoir regarder un petit peu les dernières nouveautés. On envoie des données techniques, donc prochainement un flash info qui n'a pas de rapport avec les arômes, mais la rhéologie des caramels, qui est un autre secteur de compétences de Métavon. Voilà. Ok, merci Renaud. La présentation était bien complète. Est-ce qu'Alexiane, de ton côté, on a des questions? Alors là, pour le moment, si je ne m'abuse, nous n'en avons pas, mais moi, j'en aurais une, déjà pour commencer. Je me demandais, Renaud, du coup, pardon, je me demandais, par rapport au goût désagréable et les off-notes qu'on peut avoir, du coup, vous travaillez avec des molécules masquantes qui vont aller à contre-courant des molécules désagréables, je parle surtout en termes d'application, pour proposer à vos clients, ou plutôt des aromatisations qui vont être complémentaires, donc avec les notes désagréables, donc
tout à l'heure, vous avez parlé Ouais. de l'amertume avec le chocolat noir. C'est ça. Alors, en fait, il y a les deux approches qui peuvent exister. Ça va dépendre un petit peu de la complexité du masquage. Les deux peuvent être complémentaires. Le sujet sur le chocolat noir, par exemple, on crée une sorte d'artefact, c'est-à-dire qu'on vient plutôt accompagner le produit. C'est du masquage indirect. C'est pas la solution qu'on propose. Là, on serait vraiment sur un accompagnement pour affiner, pour un client qui souhaiterait plutôt ne pas utiliser de solution de la gamme ActiSense. Mais ça peut en effet fonctionner très bien dans certains produits. L'exemple de protéines amères avec un chocolat noir. Si le client ne voulait pas un chocolat noir, évidemment, ça restreint un petit peu les choix. Si vous voulez préférer plutôt des notes fruitées ou autres, c'est là où on va plutôt choisir de se faire des solutions avec des choix de molécules un peu spécifiques qui vont permettre d'accompagner ces off-notes pour aller sur des notes fruitées, par exemple, ou des notes agrumes ou autres. On a une question qui est arrivée. Je te laisse, Alexiane. Rebranche ton micro, s'il te plaît, Alexiane. N'hésitez pas aussi à faire part, pour les participants, si vous avez des sujets de webinaire, à nous en faire part également. Alexiane, oui, vas-y, je te laisse. Votre micro. Non. Du coup, je disais, c'est bon? Vous m'entendez bien là? Oui, on vous entend. Donc, il y a Maximilien qui vous pose la question, quelle est la composition de ActiSense ou ActiMask? Ce sont des arômes? Oui, ce sont des arômes naturels. On est après, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, ça fait partie aussi du secret de fabrication. En tout cas, le déclaratif, c'est bien arôme naturel. Et ensuite, dans les familles de molécules aromatiques, il y a différentes catégories qui vont permettre, en effet, je parlais bien d'accompagnement. L'idée, c'est, on n'est pas comme quand je parlais d'actifs, on n'est pas comme sur les principes actifs qu'on peut rencontrer sur la cosméto, par exemple. On est bien sur des molécules qui vont permettre de masquer naturellement les off-notes. Alors, ça va dépendre si on parle d'amertume, si c'est une off-note plutôt de note verte, tout ce type de choses. Donc, on utilise plus de 3000 matières premières chez Metaroom. Donc, parmi ces 3000 matières premières, et on continue d'en sourcer, certaines ont des facultés qui peuvent être intéressantes et des éléments complémentaires, l'une avec l'autre, enfin, plusieurs, finalement, des effets un peu synergiques. Et notre travail, c'est ça aussi, tous les jours, c'est de déterminer quelles sont les synergies qui existent entre les molécules pour réussir à avoir un masquage efficace si c'est la problématique rencontrée. D'accord, très bien. J'ai encore une autre question de Maximilien. Sur ces sujets, comment vous vous comparez avec les levures? Alors, comment on se compare avec les levures? Alors, je ne sais pas si je laisserai peut-être Antoine compléter la réponse que je vais faire, mais on n'est pas du tout sur les mêmes notes. Une levure a certains attributs, en effet. Elle n'est pas forcément adaptée dans toutes les matrices. La levure peut être un ingrédient utilisé. Ça peut faire partie les extraits de levure font partie des 3000 matières premières que Metaroom utilise pour faire différents produits. Donc, c'est une matière première parmi beaucoup d'autres. D'accord, très bien. J'ai une autre question de Samson qui vous dit « Merci pour cette belle présentation. Peut-on considérer les arômes comme des ingrédients neutres physiologiquement, métaboliquement? Si non, prévoyez-vous d'intégrer cet effet physiologique dans la formulation des arômes futurs? Merci. » Alors, c'est une bonne question. Sur cette partie-là, ce qu'il faut, alors non, ça n'a pas un rôle. Ça va dépendre des matières premières qui vont rentrer. On va plutôt dire non. Ce que je n'ai pas précisé au démarrage, c'est que les ingrédients qui sont utilisés à l'intérieur, on est vraiment sur des doses, sur des quantités relativement faibles. Donc, un arôme va se doser entre 1 et, alors, je suis désolé, je vais faire des grands traits, mais entre 1 gramme et 4-5 grammes par kilo. Et à l'intérieur de ce gramme ou de ces 5 grammes, il y a une grande partie de l'utilisation de solvants pour réussir à dissoudre à solubiliser les matières premières. Nous ne sommes pas considérés directement sur cette partie physiologique, même si on peut, dans certains cas, ce qu'on ne fait pas à l'heure actuelle, en tout cas au moins chez Metaroom, on ne fait pas de caractérisation d'activité qu'on pourrait rencontrer. Donc non, ce n'est pas son rôle direct, son rôle est bien uniquement sur la partie aromatique. Bien que certains extraits puissent avoir des fois certaines doubles fonctionnalités, pourraient avoir double fonctionnalité, mais en tout cas, ce n'est pas son rôle premier. D'accord, très bien.
J'ai une question de Anaïs. Bonjour, est-ce que vous travaillez aussi pour la nutrition animale? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Nous ne faisons pas de nutrition animale à l'heure actuelle, pour la simple et bonne raison que c'est quand même la réglementation est différente. On n'est que dans le food, on ne fait pas de cosméto, on ne fait que de l'alimentation humaine. Bien qu'il puisse y avoir en effet des ponts assez, parfois assez proches, on est quand même plutôt orienté nutrition humaine. Et ça, les questions sont de plus en plus complexes pour déjà rester bien sur notre expertise en nutrition humaine. D'accord. Et du coup, dernière question pour clôturer du coup cette belle présentation de Métarome. Maximilien pose la question, nos clients bio sont très remontés contre les arômes, comment peut-on les rassurer? Alors, déjà, je pense qu'il y a un vrai travail qui est actuellement fait par le syndicat le SNIA, donc les syndicats des arômes dont Métarome fait partie. Ouvrir les portes, ce qu'on fait, ce que Métarome fait de plus en plus, c'est laisser finalement les consommateurs comprendre ce que sont les arômes. Il y a un vrai rôle du SNIA actuellement qui est justement de cette ouverture. On prône tous les jours le fait de, quand il y a eu les printemps de l'industrie, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, où cette ouverture, je crois que c'est important aussi de pouvoir expliquer ce que sont les arômes. Il n'y a pas un arôme, mais des arômes, avec des ingrédients qui peuvent être très différents. Les extraits font partie de cette famille, Métarome fabrique des extraits, et pour autant, il y a bien marqué industrie des arômes. Je crois qu'il y a en effet une vraie, peut-être des fois, méconnaissance du secteur, et j'encourage de ce fait les personnes qui le souhaitent, soit de se rapprocher directement du syndicat, du SNIA, pour pouvoir aller un peu plus loin sur la compréhension de nos métiers. Il nous reste une petite minute pour une petite dernière question, Allez, Alexiane. une dernière question de JF Lepage de l'entreprise Cooperle. Bonjour, si vous mélangez un arôme vanille avec votre agent masquant d'off-note, est-ce une préparation aromatisante? Comment cela s'étiquette-t-il? Merci. Alors, ce que je n'ai pas précisé, en effet, merci pour la question. Je ne suis pas rentré dans ce degré de précision sur la partie réglementaire. Donc, dans les grandes familles d'ingrédients, mais peut-être que Antoine en parlera juste après, mais dans les grandes familles, il y a en effet des préparations aromatisantes. Un extrait fait partie de la famille des préparations aromatisantes. Il y a aussi des substances naturelles. Donc, un arôme, tout à l'heure, je n'ai pas forcément précisé, mais un arôme naturel contient des substances naturelles. Un arôme naturel 2 contient plutôt des préparations naturelles, des PA, préparations aromatisantes, complétées de 5% par des substances naturelles. Donc non, un arôme, la question c'est un arôme vanille avec notre solution, c'est ça, hein? Oui, votre agent masquant d'off-note. C'est ça. Donc là, en l'occurrence, notre solution étant un arôme naturel, il faudrait que cette personne ait étiqueté arôme naturel qu'un S. L'utilisation combinée de deux solutions différentes amènerait à avoir plutôt deux arômes dans sa formulation et pas préparation aromatisante. D'accord, merci. Vous retrouverez bien sûr les présentations qui seront diffusables après le webinaire. Du coup, on va passer à Antoine Thomas, hein, donc, qui est responsable du développement des saveurs chez le Safre. Je vous laisse prendre la main sur l'outil pour basculer votre présentation. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien, c'est bon? Oui, c'est parfait. Très bien. Alors, normalement, ça devrait être bon. Je bascule en plein écran. Donc, merci déjà pour l'invitation concernant ce webinaire. Donc, merci aussi à Renaud pour sa présentation très intéressante sur Métarome. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir quelques parallèles. Alors, je vous propose, moi, de reculer un petit peu dans la chaîne de l'industrie avec donc la présentation de Le Safre et plus précisément la business unit Biospranger pour lesquelles je travaille. Donc moi, je m'appelle Antoine Thomas, je travaille en R&D, mais vraiment dédié aux dérivés de levure. Et donc, je suis responsable du développement aromatique, donc vraiment un axe de développement lié aux arômes de façon générale.
Et donc, oui, donc Biospringer, principalement fournisseur d'ingrédients et non pas d'arômes finis. Donc, on va dire que nous, on est là pour développer et proposer des nouvelles solutions, mais pas spécialement des arômes finis. Donc, les maisons d'arômes sont par exemple un de nos clients. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est déjà commencer par vous parler de Le Safre, hein. Le groupe Le Safre aujourd'hui, j'imagine que certains d'entre vous connaissent cette entreprise française du Nord qui vient donc de Lille. Entreprise familiale aujourd'hui avec un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros. On est à peu près à 10 000 employés dans le monde. Donc, soit une entreprise qui est très axée industrielle, hein, 60, 69 sites de production dans le monde. Alors, on aime bien dire chez Le Safre qu'un pain sur 3 dans le monde est fabriqué grâce à la levure Le Safre. Donc, ça donne une bonne image un petit peu de notre implémentation mondiale. On a une stratégie qui est, comme beaucoup de grands groupes, vraiment dédiée aux clients, donc proche des clients. Pour ça, il faut avoir des centres techniques d'application. Donc, nous, on a 59 centres d'application qui sont vraiment dédiés en ce sens chez Le Safre. Alors, majoritairement, 47 centres vraiment dédiés à l'activité panification. Donc, on a des baking centers hein, avec des boulangers qui sont vraiment spécialistes des différentes applications de panification pour faire des démos et puis aller aider nos clients. Et donc, ce qu'on développe de plus en plus dans d'autres business units qui sont très actifs chez Le Safre, que je vais vous présenter par la suite très rapidement, c'est donc des centres d'application divers et variés en fonction du business. Donc, Biospringer, nous, on appelle nos centres d'application les Culinary Centers, donc on en a 5 dans le monde. Et puis après, il y a d'autres centres pour les autres business. Un gros effort R&D également, donc 10 centres R&D dans le monde, environ 600, un petit peu moins de 600 experts. Une présence mondiale, plus de 50 pays. Le groupe donc a quand même plus de 165 années d'expérience. C'est vrai que ça fait plaisir de dire ça. Et puis donc une distribution dans quasiment tous les pays du monde. Alors, si on rentre un petit peu plus précisément dans le groupe, le Safre est surtout connu pour son activité de panification, donc l'activité baking, où là, il y a vraiment, c'est le cœur du business historique. Les levures, les levains sur lesquels on travaille beaucoup en ce moment, plus les différents mix qui peuvent apporter un intérêt pour nos clients boulangers. Et ensuite, on a divisé l'activité en 3 types de catégories. Donc la première qui va vous intéresser, je pense, plus fortement et qui contient Biospringer, c'est l'activité Food, Taste and Pleasure. Donc 3 business units, Fermentis, qui est une activité qui est 100% dédiée aux boissons fermentées, beaucoup concernant les boissons alcoolisées, donc type vin, bière, spiritueux. À la fois pour tout ce qui est donc fermentation, donc procédé de fabrication de ces produits, mais également donc des auxiliaires technologiques qui peuvent avoir des propriétés particulièrement intéressantes pour ces applications donc de boissons fermentées alcoolisées. Enolis by Le Safre, qui est notre business unit qui est dédié, là ça va vous intéresser aussi, aux molécules purifiées. Donc par exemple, Enolis fabrique de la vanilline issue de fermentation. Ce que j'ai pas dit, hein, c'est que Le Safre, en fait, aujourd'hui, on définit notre expertise autour de la fermentation. Excusez-moi, j'ai oublié de le dire en introduction. Donc, Enolis fabrique de la vanilline, mais également plein d'autres molécules aromatiques grâce à la biofermentation, et donc fournit l'industrie en ce sens. Et donc, Biospringer, sur lequel je vais pouvoir revenir un peu plus précisément, donc qui est pareil, une entreprise quand même qui a beaucoup d'historique, qui a été racheté en 1972 par le groupe Le Safre, et donc qui fabrique des produits dérivés de levure, majoritairement des extraits de levure, mais on va le voir, il y a aussi d'autres produits qui peuvent être très intéressants pour l'industrie aromatique. Voilà, et puis très rapidement, hein, pour les 2 dernières catégories, il y a l'activité industrielle et biotechnologique, avec 3 business units encore une fois. Procelis qui est vraiment dédié là à la biotechnologie, donc milieu de culture, pharma, etc. Donc là, c'est plus pour aider nos clients à produire, à fabriquer leurs produits.
Lys, donc, qui est une entreprise qui est basée en Normandie avec une unité également en Pologne, qui va être là sur le séchage, hein. Peut-être que certaines des entreprises que vous représentez font appel à nos activités chez Lys, donc beaucoup de séchage d'atomisation, également des mélanges, etc., industriels. Donc, par exemple, une majorité des produits biospringés en France sont séchés chez Lys en atomisation. La BU LIF qui là est dédiée à la chimie verte. Par exemple, hein, le bioéthanol pour les carburants qui est fabriqué via la levure est issu de cette business unit, aux États-Unis majoritairement. Et donc la dernière catégorie, c'est tout ce qui est health care, donc la nutrition sur trois grands thèmes. La nutrition humaine, représentée par Gnosis, où là on va avoir tout ce qui est probiotiques, prébiotiques, je pense qu'ils sont assez connus avec les levures, mais également des molécules pures en fait, hein, qui vont être intéressantes principalement pour la pharma, encore une fois. Donc là, c'est vraiment dédié à la nutrition humaine. Philéo qui fait la même chose pour les animaux. Un gros sujet aujourd'hui pour Philéo, c'est le remplacement des antibiotiques. Donc nous, on a des dérivés de levure également qui vont aller en ce sens, hein. Donc ça peut être des produits qui sont relativement proches de ce qui est fait chez Gnosis pour l'humain. Mais voilà, donc des solutions à chaque fois naturelles, hein, on est vraiment dans la naturalité pour pouvoir soutenir ces activités. Et donc la dernière, on a dit humain, animal et plantes. Donc là, Agroxine qui est dédié à la même chose, mais pour les plantes. On parlait d'antibiotiques, là on va parler de pesticides. Donc Agroxine a énormément de nouvelles solutions, d'innovation pour le remplacement de pesticides. Donc là, on va avoir des dérivés de levure qui vont permettre le renforcement des activités de défense des plantes. Donc encore une fois, avec ce souci de la naturalité et donc de garder un environnement sain après le traitement. Voilà pour les activités business. Donc si on se concentre sur Biospringer, donc nous, on est un fournisseur global d'ingrédients de levure avec différents produits, principalement des extraits de levure. Donc je vais vous expliquer, je ne sais pas, il y a une question intéressante, c'est vrai tout à l'heure, hein, comment est-ce qu'on positionne les arômes par rapport enfin, on parle souvent de levure, mais en fait, souvent les gens parlent d'extraits de levure, donc on va expliquer un petit peu plus en détail en quoi ça consiste. En fait, les extraits, c'est ce qui est le plus intéressant dans la levure. Donc nous, on vend des extraits de levure, mais aussi des levures sèches, tout simplement. Et puis on a on a une petite gamme d'arômes qui va commencer à typer un petit peu, on va dire avoir une première typicité aromatique intéressante. Et c'est à chaque fois des solutions qui sont basées sur la levure. Bon, les propriétés, je reviendrai dessus tout à l'heure, juste pour vous dire qu'on a 5 sites de fabrication, 5 usines dans le monde, et donc 5 culinary centers. Ça, c'est vraiment que pour Biospringer, hein. On est divisé, nous, en 4 régions. Je pense qu'on est beaucoup dans l'industrie à se diviser comme ça. Donc la région IMIA qui est majoritaire, avec donc la R&D centrale à laquelle j'appartiens, qui est basée à Maisons-Alfort. Mais il faut savoir que nous, on travaille beaucoup avec la R&D Group de Le Safre qui est à Lille. En Europe, en fait, on a une grosse usine à Maisons-Alfort, 2 usines à Strasbourg, une en Serbie, avec des activités commerciales et culinary center également à Maisons-Alfort. On a la partie donc nord-américaine avec une usine dédiée à Cedar Rapids aux USA avec l'équipe commerciale et application à Milwaukee. On est aussi donc présent en Amérique du Sud, au Brésil. Et puis pour la partie Asie-Pacifique, donc on a un business qui est dédié d'un côté donc Chine avec 2 usines donc, et on a acquis une 3e usine finalement, donc là elle n'est pas à jour parce que ça vient juste de se passer, mais on a une 3e usine qui apparaît normalement en Chine aujourd'hui, et puis Shanghai comme point de contact pour tout ce qui est commercial et application, et un support pour la partie Rest of Asia à Singapour, où là encore une fois on a la partie Culinary Center et les sales. Voilà pour l'introduction, disons, du groupe et puis de la BU. Alors maintenant, si on reparle un petit peu de la base, d'abord, on parle de levure. Alors, qu'est-ce que la levure? La levure, c'est un micro-organisme. Ça, je pense que vous le savez tous. Une chose qui est assez intéressante, c'est que c'est donc Louis Pasteur qui a révélé, hein,
à cette date le rôle donc, de la fermentation qui est réalisée par la levure. Donc ça, c'est déjà intéressant. Donc évidemment, c'est un micro-organisme unicellulaire donc qui est vivant. En présence d'air, la levure va se multiplier. En absence d'air, c'est ce qu'on connaît très bien, donc il va se passer un processus de fermentation avec une production principalement de gaz, de CO2 et d'arômes. Alors, au niveau des espèces, l'espèce majoritaire hein, qui est vraiment extrêmement utilisée aujourd'hui dans l'industrie, avec plein, une infinité de souches par contre. Il faut savoir que chez Le Saf, par exemple, on a une souchothèque de plus de 2000 souches, une des plus grandes en France en tout cas, et sans doute en Europe. Alors, il n'y a pas que des levures, évidemment, on en parlera par la suite, mais en tout cas, pour les souches de levure, la principale, c'est Saccharomyces cerevisiae, l'espèce, pardon, avec différentes souches qui sont utilisées. Nous, chez Biospringer, on utilise donc cette espèce-là, et par contre, on a un produit qui est issu d'une autre espèce qui s'appelle Pichia, et qui est intéressant pour avoir des propriétés aromatiques différentes, tout simplement. Bon, c'est évidemment un micro-organisme qui est extrêmement petit, et donc je pense que la levure, elle est très connue, principalement, surtout en France, pour la panification, mais aussi donc pour ses activités de fermentation pour la bière, pour le vin notamment, depuis plusieurs siècles. Alors, pour vous expliquer un petit peu plus en détail, c'est vrai qu'on parle beaucoup de panification. C'est pas mal de repartir de la base, encore une fois. Quand vous utilisez de la levure chez vous, là, je sais que par exemple, pendant le confinement, on a été beaucoup à faire notre propre pain ou nos propres brioches ou autres. Je ne sais pas si vous en faisiez partie, mais en tout cas, vous avez acheté de la levure de boulangerie, ce qu'on trouve donc soit en petits cubes frais, soit sous forme déshydratée. Alors, c'est ce qu'on appelle de la levure active. Cette levure active, elle peut être inactivée hein, quand c'est justement sous forme sèche, mais en tout cas, elle est vivante. Et donc, elle va avoir ce pouvoir fermentaire qui va être utilisé donc, pour tout ce qui est panification. Chez Biospringer, parfois certains rigolent parce que on dit qu'on est des serial killers de la levure. Donc nous, on va tuer la levure à des moments intéressants en termes de molécules. Donc on va se dire, OK, en termes de procédés, on va travailler, on va entraîner, on va nourrir la levure de façon spécifique pour qu'elle ait un, comment dire, un matériel génétique intéressant pour des propriétés qu'on va rechercher. Et au moment clé, on va la tuer. Et donc, on va récupérer l'extrait de levure issu de ce procédé. Et donc, pour cela, on va avoir différents biais au niveau procédé. Et c'est ce genre de produit que vous allez trouver ensuite pour le marché food. Et donc là, on va vraiment avoir quelque chose qui va être inactif totalement. Donc notre gamme, elle est assez simple. Bon, il y a d'autres présentations et moi je travaille en R&D, donc je ne vais pas vous faire la présentation de la gamme commerciale, mais grosso modo, on a 4 types de produits. La levure sèche inactive, où là c'est de la crème de levure toute simple qui a été séchée, inactivée. Alors il y a différentes formes, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les paillettes de levure qui sont très intéressantes pour les aspects de nutrition qu'on peut trouver. Par exemple, Gerblé, c'est un de nos gros clients qui vend des paillettes de levure. Donc là, on sèche la crème de levure tout simplement sur des gros cylindres très chauds, ou alors on va la faire atomiser. Ensuite, on a une autre catégorie qui est assez proche, mais là où on va commencer un début de procédé d'autolyse. Donc on va libérer des molécules intéressantes. Je reviendrai sur le procédé. Donc un petit peu plus de fond, de goût, un peu plus d'umami, notamment avec donc ces levures sèches de seconde catégorie. Le gros du business, c'est les extraits de levure. Je vais vous expliquer encore une fois en quoi ça consiste. Mais ça, c'est vraiment une grosse partie. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, certains arômes qui vont être basés sur la levure. Alors, comment est-ce qu'on fabrique en fait ce qu'on appelle les extraits de levure? Donc ça, c'est assez important. Finalement, le procédé, il est plutôt simple. On l'a présenté comme ça
Vous pouvez aller voir sur certains sites, hein, yeastextract.info par exemple, qui est intéressant, où il y a des sites aussi sur la levure généraliste qui sont très intéressants pour comprendre comment c'est fabriqué. Il faut savoir que ces 3 étapes, elles sont divisées donc en étapes de fermentation. D'abord, on va nourrir la levure. En fait, aujourd'hui, on fait plus de la multiplication, même si on appelle ça fermentation en interne. Le but, c'est de faire de la croissance et donc de multiplier les cellules de levure. Donc, on va la nourrir avec de l'air, donc et notamment du dihydrogène, et puis du sucre. Alors, les sources de sucre, c'est souvent des mélasses. Donc, en Europe, on est sur mélasse de betterave principalement. En Chine, on est sur mélasse de canne. Aux États-Unis, on travaille beaucoup avec le maïs. Donc voilà, étape de fermentation, multiplication. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle en français plus autolyse, mais là, c'est breakage en anglais. Donc, on va chauffer la levure et puis la stresser un peu pour pour la tuer. On l'inactive. Et donc, on va casser les parois de la cellule. Donc, on casse les parois. Les parois, elles sont insolubles. Et donc, on récupère le matériel génétique à l'intérieur. Et ensuite, tout simplement, on va faire une séparation par centrifugation. Donc, on va mettre d'un côté les cellules de levure qui sont moins intéressantes et qui vont être valorisées notamment en feed chez Philéo, et puis qui sont riches en glucan-mannan. Voilà, ils ont une composition particulièrement intéressante, mais pas en tout cas aromatique. Et donc, nous, on va récupérer l'intérieur. Et c'est ce qu'on appelle l'extrait de levure qui est totalement soluble. Donc, c'est assez basique. Et après, on joue sur plein de paramètres pour avoir des produits différents. Au niveau de la composition des extraits de levure, donc là, c'est un résumé, 61% de protéines. Il faut savoir que du coup, dans cette catégorie protéines, on va avoir des choses particulièrement intéressantes pour les arômes. Donc, les acides aminés, hein, c'est vrai que les arômes viandés, les acides aminés, c'est très important, notamment si on fait des réactions de Maillard, par exemple. Par la suite, on a beaucoup de peptides, hein. Les peptides, c'est des produits qui sont particulièrement intéressants pour beaucoup de choses, dont l'umami, le kokumi, autrement avec cette tripeptide qui est super intéressante. Et puis après, carbohydrates, donc des sucres, souvent sous forme de chaîne, de glucose, notamment tréhalose ou autre, mannose. On a beaucoup d'azote. Alors, on a ces produits, donc les nucléotides qui sont très intéressants pour la saveur umami. J'imagine que vous connaissez bien, donc cette saveur qui nous permet de rehausser beaucoup de choses et qui nous permet par exemple d'aider dans les solutions pour réduire le sel notamment. Et puis après, il y a un peu de matière minérale et de lipides. Voilà. Alors, en termes de propriétés pour nos produits, ils sont résumés comme tels. Donc d'abord, nous, on est là pour booster le goût. Donc l'umami notamment permet ça, mais on a d'autres solutions que l'umami. L'umami va permettre d'apporter du fond, de la rondeur, de la longueur en bouche pour tout ce qui est application savory. Mais on verra qu'on a des produits aussi qui peuvent être dédiés au monde sucré quand ils sont dosés à plus petit niveau. Et donc, on va surtout apporter de la complexité. Nos produits, en fait, quand je parle de composition, ils sont extrêmement riches. Si on parle de peptides, par exemple, on a des centaines de peptides, on a des centaines de composés volatiles dans nos extraits. Et cette complexité-là, elle est très, très compliquée à obtenir d'un point de vue, comment dire, on ne peut pas vraiment la reconstituer. Donc nous, nos extraits ils vont permettre d'apporter cette complexité aromatique, ce fond qui va être intéressant. Bon, on aide évidemment à développer des formulations plus saines, hein, moins de sel, moins de sucre, moins de gras, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on travaille là-dessus. Ce qui est aussi intéressant par rapport à ce que disait Renaud pour Métarome, on a un produit qu'on vient de développer qui est là pour masquer les off-notes et principalement l'amertume. Alors masquer aussi les off-notes de stevia, de protéines. Donc là, on a travaillé sur des molécules qui bloquent directement les récepteurs à l'amertume, des agonistes, et qui sont un produit particulièrement intéressant pour ce type d'application. Et donc, on va aussi apporter des... C'est à peu près 1 minute, 1 minute 30. D'accord. Bon, je vais peut-être dépasser un poil, mais je vais faire au mieux. Allez-y. Merci. Et donc, la dernière catégorie, apporter des signatures aromatiques. On a des produits qui vont typer vraiment fromage, par exemple, qui vont typer viandé, différents profils. Bon, évidemment, tous nos produits sont véganes, allergènes free, kosher, halal. On va aussi avoir beaucoup de certifications, Enfin voilà, bon, je reviendrai là-dessus, c'est très stable thermiquement, etc. N'hésitez pas de toute façon si vous avez des questions.
Les applications, donc là, on les a listées. Au-delà des arômes, parce qu'en fait, bon, beaucoup d'applications directement en arômes, mais les applications finales, parce que nous, on a à la fois en client des maisons d'arômes et des food producers. Donc les soupes et les bouillons qui sont en fait l'historique principal des extraits de levure. C'est vrai que les bouillons cubes notamment utilisent beaucoup d'extraits de levure. Les sauces, tout ce qui est viande et seafood. Et là, en fait, le gros de notre activité tourne autour, comme beaucoup, de tout ce qui se passe sur le marché vegan, donc les meat et seafood analogues. Donc là, on a énormément de solutions qui permettent voilà, de travailler ces applications. Les dairy products, pareil, les dairy analogues, ça c'est les mêmes sujets. Les plats préparés, les snacks, gros sujet sur l'umami aussi. Et puis là, comme je le disais, on se positionne de plus en plus sur le marché sucré. On sait que nos produits sont quand même typés savory, mais avec des technologies spécifiques et puis surtout des dosages beaucoup plus moindres, on arrive à apporter des notes vraiment très intéressantes sur les biscuits, le chocolat, le café et sur les boissons avec des masquages. Encore une fois, le stevia, ça peut être particulièrement intéressant. Voilà pour les grandes applications. Alors, je voulais en profiter aussi pour vous dire qu'en fait, Biospringer vient de lancer un nouveau type de produit. Donc, c'est pour ça que là, je titrais dérivé de levure. En fait, la levure nous permet de faire beaucoup de choses. Je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de la composition des extraits de levure, on a pas mal de protéines. Et donc, on vient de lancer, il y a quelques semaines, un nouveau produit qui est une protéine de levure, qui s'appelle Proteissimo 101. Donc, c'est pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique pour l'instant seulement. Mais je vous encourage à aller voir sur notre site. Vous pouvez, si ça vous intéresse, demander un échantillon de ce produit. Alors, j'ai très rapidement listé les bénéfices du produit pour un peu se démarquer voilà, de ce qui se fait sur le marché, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses sur le marché. La première chose, c'est qu'on a énormément travaillé le goût. Et donc, comparé à beaucoup de solutions végétales, vous allez avoir avec nous un produit qui sera très, très neutre en goût. Donc, pas d'off-note, et ça, je pense que c'est très important aujourd'hui. Bon, une couleur neutre, light beige, pas d'OGM évidemment, pas d'allergènes, selon la réglementation qui est citée. Un gros point fort du produit, c'est également son aspect nutritionnel. Donc avec 75%, enfin supérieur à 75% de protéines, mais surtout une composition et une digestibilité excellente. Donc ça c'est pareil, je vous invite à aller sur notre site pour voir les détails, mais je pense que on fait partie vraiment de ce qui fait le mieux sur l'aspect nutritionnel aujourd'hui sur les protéines. Bon, évidemment vegan. Alors là, nous, on n'est pas sur sur un produit végétal, mais sur un produit d'origine donc micro-organisme. Et donc, un produit qui vient de la fermentation avec une énergie pour produire plus faible, une consommation d'eau plus faible, sans parler évidemment de tous les intérêts sur la souffrance animale, etc. Voilà pour moi. Donc, c'était la présentation Biospringer Le Saffre. Je suis ouvert à toute question. Merci beaucoup, Antoine. Je vois qu'on en a une. Alexiane, tu peux poser la question. Ah oui, donc nous avons une première question de Nicolas qui est quelles sont les technologies d'extraction qui sont utilisées pour produire des extraits de levure? D'accord. Alors nous, on n'a pas de technologie d'extraction en fait. La seule chose qu'on fait pour entre guillemets concentrer nos produits là, c'est donc séparer les cellules de la levure du matériel génétique. Mais il n'y a pas d'extraction. Donc on prend la levure, comme j'ai dit, on la fait croître. On va travailler. En fait, je prends souvent le parallèle avec un humain. Par exemple, un humain, quand on va entraîner un boxeur et un avocat, on ne va pas l'entraîner de la même façon. C'est un peu la même chose pour nos produits issus de micro-organismes. On va travailler la levure et la nourrir, l'entraîner, la stresser de façon spécifique pour avoir ce qui nous intéresse en termes de composition. Et on va juste la tuer au moment clé. Et puis la séparer et la sécher, tout simplement. Il n'y a pas d'extraction. J'espère que ça répond à la question. D'accord, merci beaucoup. Une deuxième question de Nicolas Becker. Bonjour, les arômes issus de levure sont-ils considérés comme un arôme naturel issu d'eux au regard de la réglementation? Alors non, en fait ce sont des préparations aromatisantes. Bon, moi je pense que je ne suis pas un spécialiste réglementaire, même si je connais quand même assez bien. Mais aujourd'hui, en Europe, j'entends bien,
puisque c'est quand même différent après dans le monde en fonction des réglementations. Mais en Europe, donc on est sur le 1334-2008 classique, on tombe dans la catégorie préparation aromatisante. Je pense pas qu'on... Non, il n'y a pas de... Enfin, en même temps, on peut appeler extrait de levure. Oui, voilà, c'est ça. On peut appeler nos produits extraits de levure, préparation aromatisante ou arôme naturel en fonction des préférences en Europe. Mais donc pas arôme naturel 2. C'était ça la question. Oui, c'est ça. Troisième question, Jean-François Lepage. Bonjour, donc, et merci pour cette présentation. Votre extrait de levure est obtenu par simple autolyse thermique. Il n'y a pas d'ajout d'enzymes pour digérer les parois, ni d'ajout de sel, base ou acide. Si oui, doivent-ils être déclarés ou étiquetés? Merci encore. D'accord, oui, c'est intéressant comme question. Donc, il peut y avoir des ajouts d'enzymes externes, mais principalement, c'est des enzymes qui sont déjà présentes dans la levure. Le gros du sujet, c'est vraiment le traitement thermique. Il peut y avoir un ajout de sel sur certains de nos produits, mais en général, c'est plus pour aider au séchage. Donc, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins parce que maintenant, aujourd'hui, on sait très bien sécher nos extraits sans sel. Acide base, on standardise le pH de nos produits à la fin. Donc, il y a des petits ajouts, mais tout ça, c'est des aides technologiques, des auxiliaires technologiques, donc c'est pas déclaré. Et à la fin, la déclaration finale, c'est vraiment extrait de levure. Ça fait partie du procédé, en fait. D'accord, ça marche, merci. Une autre question de Jürgen. Pour Protéinissimo, à 73% de protéines, quel est le dosage maximal déjà rencontré dans un produit alimentaire? Cette question vise à comprendre quelle est sa contribution potentielle maximale dans l'apport protéique d'une formulation finale. Alors, donc c'est supérieur à 75% de protéines. Ça, c'est mes collègues qui sont spécialistes de l'application qui pourront vous répondre vraiment en détail. Moi, je sais que j'ai goûté beaucoup d'applications travaillées avec ce produit. On peut aller jusqu'à des dosages sans problème de, je dirais, 20-30% de notre produit. Il n'y a pas de souci. La seule contrainte qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on travaille quand même principalement sur des applications donc salées, savory, donc principalement les cheese analogues, les meat analogues, etc. Mais je sais que bon, par exemple, mes collègues ont travaillé sur des pâtes enrichies en protéines, bon, évidemment, tout ce qui est burger, etc. Donc je dirais 20-30%, mais en fait, on peut sans doute aller plus haut. Après, ça dépend vraiment de l'application. Donc ça, c'est pareil, hein. Si vous avez besoin, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit moi avec mon adresse mail que vous avez eue. Alors, je peux remonter ma présentation au tout début. Il y a mon adresse mail. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de détails. On a des produits, enfin des fiches recettes, etc., qui ont été développées, qui détaillent tout ça sans souci. Je vous remets mon adresse mail, pardon, ça baigne un petit peu. Donc, je dirais 20 à 30% sans problème. D'accord, merci pour la réponse. Et du coup, dernière question de Maximilien. Il y a des recommandations de mise en œuvre, donc à sec ou dilué, et est-ce qu'il y aurait des contre-indications, des réactions indésirables avec d'autres composés? Alors, ça concerne quel type de produit là? C'est la protéine ou c'est les extraits de levure? Il n'y a pas d'indication particulière. Est-ce qu'il y a des recommandations de remise en œuvre? Certainement les extraits de levure, j'imagine. Bon, pour les deux, en tout cas, nous, quand on lance un produit de toute façon sur le marché, on l'a évalué en long, en large et en travers. Quand c'est un nouveau produit, évidemment, on est toujours en cours d'évaluation, mais on a toujours des guidelines, évidemment. Donc, les extraits de levure, on est souvent autour, en tout cas dans le domaine savory, des 1% ou moins de nos produits dans les produits alimentaires. Et puis en sweet, en sucré, on est plus autour des, je dirais, 500 ppm. Et ensuite, pour l'appliquer pour les protéines, oui, il y a tout ça, hein. Donc ça peut aller, comme je le disais, jusqu'à 20-30% d'incorporation. De toute façon, à partir du moment où vous nous contactez pour avoir des infos, notre équipe commerciale et notre équipe pardon, Culinary Center Application sera en mesure de vous aider sur les dosages appropriés sur nos produits, sans aucun souci. Donc n'hésitez pas. Une petite dernière question, Axel, et puis on passe à l'intervenant suivant, s'il te plaît. D'accord. Du coup, Anaïs Talon, bonjour, votre produit en développement pour masquer les récepteurs à l'amertume est hydro ou liposoluble? Merci. Alors, il n'est pas en développement, il est déjà sur le marché, qui s'appelle Springer Mask, MASK 101. Pareil, si vous allez sur notre site, vous devriez le trouver assez facilement.
Il est hydrosoluble, donc on sait que c'est une des clés, hein, la solubilité de ce type de produit dans les, voilà, dans les différents produits qui peuvent être intéressants pour tout ce qui est activité de masquage. Donc nous, on a travaillé sur la solubilité. On sait que souvent, dans les arômes, on essaye d'avoir ça sous forme de solvant, si on parle de boisson, par exemple, plus solubilité dans le propylène glycol, par exemple. On a des solutions pour pouvoir, par exemple, faire une prédilution dans l'eau et puis ensuite dans le propylène glycol. Mais il est pas soluble dans l'éthanol, il n'est pas soluble il n'est pas liposoluble, hein. Donc ça peut être une limitation. Mais par contre, dans l'eau, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est Merci. après, pareil, c'est à travailler en fonction des briefs. Merci beaucoup Antoine. Je vous laisse répondre à la dernière question si vous la voyez s'afficher directement par écrit. Comme ça, on peut passer à la présentation suivante. Ça marche. Donc, merci beaucoup Antoine Merci. pour votre présentation. Donc là, c'est Émilie Bourgeois et puis Christian Sac de la SATT Science. Donc SATT, hein, Société d'accélération de transfert technologique, qui va venir nous parler de la bouche artificielle. Émilie, je vous laisse prendre la main. Oui, je partage l'écran. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est bon, merci. Super. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Émilie Bourgeois, donc je suis chef de projet investissement transfert à la SAT Science et je suis accompagnée de Christian Salle qui est directeur de recherche au Centre des sciences du goût et de l'alimentation. Et aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter une technologie dont Christian est le porteur et qui s'appelle donc bouche artificielle BA2. Et c'est une bouche artificielle qui permet la simulation du processus de mastication pour un suivi en temps réel de la déstructuration d'aliments et la libération des composés d'arômes. Donc, juste pour vous présenter très rapidement la SAT Science. Donc, la SAT Science est une société d'accélération du transfert de technologies. Nous sommes là en fait pour présenter au monde industriel les technologies développées dans les laboratoires de recherche publics. Et nous, Science, nous réalisons nos missions au niveau des régions Bourgogne-Franche-Comté et au niveau de la région Grand Est. Le Centre des sciences du goût et de l'alimentation, dont fait partie Christian, est une unité mixte de recherche qui est située à Dijon et qui est composée de l'INRAE, du CNRS, d'AgroSup et puis de l'Université de Bourgogne. Et les objectifs du Centre des sciences du goût et de l'alimentation sont d'avoir une meilleure compréhension des mécanismes physico-chimiques, biologiques et psychologiques qui sous-tendent les perceptions sensorielles et le comportement alimentaire tout au long de la vie. Donc, comme vous le savez, l'évaluation organoleptique de nouveaux produits est coûteuse et longue, puisqu'elle demande souvent la sollicitation à des panels d'experts. Ces panels d'experts, il faut les former. De plus, on a toujours une variabilité intra-individuelle et interindividuelle qu'il faut prendre en considération, ce qui demande plusieurs séances d'évaluation. Et puis surtout, l'homme ne peut pas mesurer un nombre d'attributs par produit qui est important, puisque l'homme, du coup, arrive à saturation au bout d'un moment quand on veut tester plusieurs attributs. De plus, la sécurité, elle peut également limiter les essais in vivo en phase de recherche, notamment pour la mise au point de nutriments, d'aliments seniors, pour la nutrition senior, pour la nutrition clinique, ou également pour les tests de nouveaux ingrédients et également de médicaments. Donc, c'est dans ce contexte qu'a été développée la bouche artificielle BA2, et qui est donc un masticateur artificiel permettant de mimer la mastication humaine. Donc, ce masticateur BA2 se présente donc sous la forme suivante. Donc, c'est un bloc. Et vous voyez sur le dessus la partie vraiment masticateur. Le dessous est la partie avec les moteurs. Et donc, vous avez, je ne sais pas si ça se voit bien sur les photos, j'espère. En tout cas, la partie mâchoire supérieure de l'équipement qui se met du coup par-dessus la mâchoire inférieure. Et nous avons une langue flexible. Cette bouche artificielle BA2, elle permet de contrôler plusieurs paramètres. La reproduction des compressions et des mouvements de la mâchoire, donc le cisaillement. Elle permet de reproduire les mouvements de la langue. Donc, on peut faire varier la vitesse et les pressions exercées par la langue. On peut intégrer des flux salivaires et régler les débits.
Et puis, nous pouvons contrôler la température intrabuccale de l'équipement. Donc, tous ces paramètres sont contrôlés par un logiciel dédié. L'utilisation de la bouche artificielle BA2, elle présente plusieurs avantages, puisqu'elle permet du coup les analyses de la formation du bol. Il n'y a pas de limite concernant le nombre d'attributs mesurés, comme ça peut l'être avec un être humain. Et il n'y a pas besoin d'avoir recours à la formation de panel d'experts. Donc, on peut utiliser cette bouche artificielle BA2 en substitution ou en amont d'une analyse sensorielle réalisée par un panel et réduire le temps de développement d'un nouveau produit et donc le temps de time to market. En termes de bénéfices pour les entreprises, d'utiliser une bouche artificielle comme la BA2, ça nous permet de proposer des prestations sur mesure et une réduction du coût et du temps voilà, de formation, de formulation des nouveaux produits, des nouveaux ingrédients. Alors, je vais vous présenter quelques exemples d'applications qui ont été faites avec les masticateurs, c'est soit B1, soit BA2. Donc, le premier exemple, c'était sur la production d'un bol, donc un peu le suivi de déstructuration de cacahuètes en bouche dans des conditions normales de mastication. Donc là, on avait fait varier les différents paramètres du masticateur, comme la force, le cisaillement, la quantité d'échantillons en bouche. Et puis, on avait comparé ça à des mastications qui étaient faites dans les mêmes conditions par des panélistes. Et puis, on était arrivé à des distributions de taille de particules qui avaient été obtenues par tamisage, avec des proportions qui étaient relativement similaires. Donc, c'était un bon point pour le masticateur. Alors ensuite, on peut bien sûr, en fin de mastication, récupérer le bol et puis ensuite faire toutes les analyses qu'on peut faire sur un bol obtenu in vivo, c'est-à-dire l'analyse d'image, par exemple, l'analyse de texture, et donc tout ce qui peut être fait normalement sur un bol alimentaire, quoi. Le deuxième exemple, c'était la libération des composés non volatiles. Donc, on peut récupérer de la salive. Donc, on peut injecter de la salive avec une pompe dans le masticateur. Et puis ensuite, au cours du temps, on peut récupérer soit des alicotes, soit avec un capteur, on peut mesurer une conductivité, par exemple. C'est le cas de l'exemple ici. Donc, on voit qu'à chaque introduction à chaque introduction de la sonde, on a un point, une mesure, donc qui représente le maximum du pic. Et donc ensuite, si on relie tous les maximums, on a une courbe de libération qui correspond à une courbe de libération du sel en fait pendant la mastication. Et puis on peut faire la même chose avec les composés volatiles. Donc là, c'est encore, on va dire encore plus simple puisqu'on peut connecter le masticateur à un spectromètre de masse, donc du type PTR ou APCI. Et donc là, on peut avoir en temps réel et en ligne le suivi de la libération des molécules volatiles qui sont libérées pendant la mastication pour peu qu'elles soient détectées par un spectromètre de masse. Donc, il faut rappeler que notre nez est bien plus sensible que tous les appareils qui peuvent exister. Donc, évidemment, il y a certaines molécules qu'on ne peut pas détecter. Donc, ensuite, si je reviens aux composés non volatiles, bien sûr, une fois qu'on a prélevé la salive, on peut se donner à tous les types d'analyses possibles, c'est-à-dire par HPLC, on peut pas évaluer uniquement la libération du sel, mais si on est intéressé, je sais pas, par le glutamate, un acide aminé, un acide, il suffit de trouver la technique adéquate d'analyse par HPLC ou autre technique de chromatographie, de quantification. Donc là, c'est un exemple. Donc celui-là a été fait avec BA2. Donc c'était un fromage type raclette qu'on avait mastiqué dans des conditions particulières, donc qui sont décrites en bas de l'écran. Et donc ce qu'on peut voir, vous voyez tous les pics, là, ça correspond en fait à un coup de dent. Donc là, il y avait 15 coups de dent, donc on peut compter il y a 15 pics. Et puis on peut suivre donc les différentes masses moléculaires qui sont décrites en bas. Donc il y a l'ion réactant évidemment, l'ion réactant pour le PTR.
Ether, c'est Proton Transfer Reaction. Et puis, donc, ensuite, on peut suivre, donc, vous voyez, la libération de butanal, de butanone, diacétyl et puis acide butanolique. Enfin, un dernier exemple. Donc là, c'était de nouveau avec BA1. Donc là, c'est une étude sur... on avait croisé l'étude comparaison avec différentes compositions de modèles fromagers avec différents paramètres de mastication. Donc là, il y avait 2 taux de matière grasse et puis donc 2 taux de compression, 2 angles de cisaillement et 2 flux salivaires. Et puis donc, on peut regarder un peu tous les effets qui se passent. Donc quand on augmente la force de mastication, on augmente l'intensité maximale de libération, l'angle de cisaillement pareil. Et puis ce qu'on peut voir, c'est que des fois, c'est un peu différent entre les différents composés, avec le 145 qui ne donne pas tout à fait les mêmes résultats que les autres. Donc ça, c'est dû probablement aux différences de composition, enfin de propriétés physico-chimiques de ces différents composés. Et puis également, donc là à droite, on peut regarder aussi les différentes interactions qui ont lieu entre ces différents paramètres. Vous voyez qu'on n'a pas d'effet de la composition de la matrice dans les effets significatifs directs, mais par contre, la composition de la matrice, elle intervient dans les différentes interactions. Donc, elle peut contribuer à certains phénomènes, on va dire. Donc, c'est tout. Voilà, donc j'en ai fini pour les exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors du coup, ce masticateur BA2, il peut servir aussi bien au développement de nouveaux produits que pour faire des améliorations sur des produits déjà existants en permettant du coup de comprendre comment vont être libérés les arômes au cours du temps de mastication. Ça permet aussi de faire du reverse engineering. On peut également travailler sur des solutions de nutrition clinique, de nutrition senior, voire du pet food, puisqu'en fait, les dents qui sont utilisées dans le masticateur peuvent être changées et on peut avoir des fausses dents qui conviendraient à faire ce genre d'études. Et puis, vu qu'on peut régler les paramètres de cisaillement, de force de mastication, ça nous permet de partir sur aussi la formulation d'ingrédients et d'aliments pour la nutrition senior. Donc, on peut tester des nouveaux produits, des nouveaux ingrédients et on peut également faire des tests sur des médicaments pour comprendre aussi comment ils vont se fragmenter ou comment vont être perçues les molécules qui sont dans ces médicaments. Donc, en termes de valorisation de cette bouche artificielle BA2, en fait, on propose plusieurs choses. Bon, tout d'abord, la vente de plans machines et de logiciels associés pour qu'une entreprise puisse avoir directement au sein de son service R&D cet équipement et pour gagner donc, du temps pour développer de nouveaux produits. On propose également des prestations de services sur mesure avec la Science agroalimentaire, donc, qui est une plateforme qui est située à Dijon. Et puis également, il y a toute une partie projet collaboratif pour travailler avec Christian sur le développement de nouveaux produits, de nouvelles molécules ou le test de médicaments. Donc du coup, pour finir notre présentation, on vous a mis nos contacts. Donc pour tout ce qui serait, si vous êtes intéressé par cette bouche artificielle BA2, en termes de prestations de services ou de vente machine, je vous ai mis moi mon contact. Et puis tout ce qui touchera plutôt à la création de projets collaboratifs, je vous ai mis du coup sur la droite les coordonnées de Christian, voilà, pour pouvoir échanger aussi librement avec lui sur voilà, la mise au point de projets de recherche. Voilà, merci à vous. Merci Émilie et puis Christian pour votre présentation. Alexia, est-ce qu'on a des questions? Alors, je ne vois pas de questions, parce que celle qui est en reliquat, c'est pour Biostringer. Moi, j'en aurais une de question. Je me demandais actuellement si vous aviez encore des verrous technologiques sur cette technologie et lesquels. Des verrous technologiques. C'est-à-dire, voilà, il y a forcément un caillou
un caillou dans l'engrenage ou enfin, quelque chose, je veux dire, vous n'êtes pas encore à la perfection de votre Ah ben machine. non, Je le souhaite. là, on n'est jamais à la perfection. Bon, on simule certaines fonctionnalités, mais on est encore loin de simuler vraiment tout ce qui se passe dans la bouche. Hein. Par exemple, bon, le BA1, BA2, on a essayé d'améliorer, on a rajouté une langue qui est un peu plus souple, qui a un peu plus de fonctionnalités que dans le premier. Après, on n'a pas tout ce qui est euh, muqueuse. Donc, bien sûr, c'est qu'il y a certains composés d'arômes qui interagissent plus ou moins avec la muqueuse. Ça, on ne peut pas le simuler, nous. Parce que là, on est un peu limité par les contraintes au niveau du matériel. Il nous faut un matériel inerte qui est en contact avec l'aliment, inerte vis-à-vis des arômes, mais en même temps qu'il soit assez dur, assez rigide pour pouvoir être usiné et puis assurer une certaine étanchéité. Donc, bien sûr, on en a trouvé qu'un, c'est le polyéther-éthercétone. Donc, voilà, voilà. Quand c'est limitation à travailler, il y a encore. Bon, il ne déglutit pas, donc il y a toute la phase de déglutition qui serait intéressante à développer, mais bon, c'est pas évident. On a essayé d'y réfléchir, on n'a pas trouvé vraiment de solution pour l'instant. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire dessus. Hein. Je pense que bon, D'accord, merci beaucoup. ça paraît intéressant, mais Allez-y. il y a encore des choses à développer sur la machine. Hein. Ok. Là, c'est que la deuxième version, peut-être il y en aura 10. Hein. D'accord, c'est la deuxième déjà. Très bien. Voilà, c'est la numéro 2. Ça marche. Elle est mieux que la 1, mais moins bien que la 3, sûrement. Il faut l'espérer. Du coup, nous avons également une question d'Anaïs. Donc, bonjour, avez-vous déjà travaillé sur le modèle rongeur? Non, jamais. Jamais. Non, non. Non, pour l'instant, on a travaillé sur essentiellement sur des dents humaines. On a eu un petit travail, on a utilisé des dents de primates. On a fait différents motifs de primates. Mais non, jamais d'autres. Mais bon, pourquoi pas? On sait que le volume de la bouche, il n'est pas modulable. Donc, bon, pour simuler une bouche de rongeur, ça va être un peu compliqué. Mais bon. D'accord, ça Après, marche. ouais, après, ça peut toujours être. Je pense qu'il n'y a pas eu d'études de modélisation. Tout ça, on peut toujours arriver à faire des choses. D'accord. J'ai également du coup une question de Jérémy. Émilie, pouvons-nous trouver des informations sur le site de Science en lien avec BA2 et également avez-vous une plaquette à partager? Alors, pour l'instant, non, il n'y a pas d'informations sur le site internet de Science. Par rapport à la plaquette de présentation, par contre, oui, je pourrais l'envoyer. Donc, j'encourage Jérémy à m'envoyer un mail et il n'y a pas de souci après pour envoyer plus d'informations sur le masticateur BA2. D'accord, très bien. J'ai un commentaire plus qu'une question de AG Meloué, présentation très intéressante, merci. Et j'ai un spectateur, du coup, anonyme, qui demande est-ce qu'il est possible d'adapter l'équipement à des modèles d'animaux, type chat, chien? On peut toujours, après ça dépend ce qu'on veut rechercher. Bon, les motifs dedans, on peut toujours ils sont, on peut enlever les couronnes, et bon, on l'a déjà fait pour dans d'autres cas. Après, faire des motifs de dents de chien, de dents de chat, c'est possible. Hein. Ok. Je suppose que c'est pour la déstructuration d'aliments pour animaux, je suppose. Donc ça, c'est ouais. Ça, c'est possible, hein, par impression 3D, on l'a déjà eu fait pour faire d'autres dents spécifiques d'autres animaux. Donc, voilà. D'accord, très bien. Bon, bah, du coup, je ne vois pas d'autres questions sur le fil. Eh ben, c'est super, on est pile poil dans le timing. Bravo à vous et encore merci. Merci à vous. Merci. Je vais arrêter le partage. Merci. Voilà. On va passer à la dernière présentation de Twister Roma. Donc, Damien, qui est le fondateur, va nous présenter les techniques de mesure des arômes. Damien, je te laisse la main sur l'outil. Bonjour, donc si je fais ça, ça devrait fonctionner. Voilà.
Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier le Polyair pour me permettre de présenter l'activité de Twistaroma. Je remercie les autres participants. J'ai trouvé les présentations vraiment très, très intéressantes. Donc, moi, je vais vous présenter Twistaroma, qui est une startup que j'ai fondée il y a 10 ans, suite à mes travaux de thèse que j'ai réalisés donc, à l'INRA de Colmar sur les levures de vin. Alors, nos pauvres levures dans le vin, je le confirme, elles sont décédées à la fin de la fermentation, ce qui n'est pas le cas dans la bière par contre. M'a rejoint assez rapidement donc Céline Letao, qui est elle aussi docteur et qui a fait sa thèse sur les polyphénols et les composés antioxydants dans la bière. Donc, la société est basée à Illkirch, qui est une ville qui jouxte Strasbourg. Nous sommes au sein du bioincubateur de l'École supérieure de biotechnologie de Strasbourg. On est 5 personnes en fait dans l'entreprise. Donc il y a 2 masters, un en chimie informatique, un en chimie analytique, et nous avons également une licence en alternance, Manon, qui travaille sur la mise en place de méthodes de quantification des ARGN dans la cosmétique. On travaille en collaboration avec divers instituts et scientifiques, donc le professeur Eric Marchionni à la faculté de pharmacie Strasbourg, Jean Masson à l'INRA de Colmar, le professeur Régis Goujon qui est un œnologue à Dijon, Université de Bourgogne, et depuis peu on a intégré le projet qui s'appelle Covidog. C'est un projet qui en fait travaille sur l'influence, sur la détection des composés volatiles dans le cas d'infection au Covid. L'idée, c'est de dresser des chiens, mais également de trouver la signature olfactive du virus pour pouvoir détecter plus rapidement les personnes atteintes du Covid. On réalise des publications dans des revues scientifiques internationales sur divers sujets. Ça va des levures au champagne, en passant par des polyphénols dans la bière et d'autres composés antioxydants. Nos prestations de services en fait nécessitent l'utilisation de diverses machines. Donc, on est équipé du PLC, de G7FMS, de GCMS, de préparateurs automatisés d'échantillons, et on a un olfactomètre aussi. Je vais y revenir un petit peu après. Donc, nous, ce qu'on fait ici à Twistaroma, c'est donc du screening d'arômes, plus précisément finalement de composés volatiles. Les composés volatiles, donc comme vous le savez, les présentateurs précédents l'ont très bien expliqué, ce sont essentiellement des molécules chimiques. Et donc, en fait, pour pouvoir les analyser, il va falloir les concentrer et les préparer pour pouvoir les détecter dans les différentes machines que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, nous, à Twistaroma, on utilise plusieurs types de préparation d'échantillons. Donc, on a par exemple le twister. Alors, je ne sais pas si on me voit, je crois que oui. Le twister, c'est un tout petit barreau aimanté, il fait 1 cm de long. Vous avez la photo donc sur la gauche. Ce petit barreau-là, il a l'intérêt de pouvoir absorber toutes les molécules volatiles qui sont hydrophobes. Donc, dès qu'elles ont un coefficient de partage supérieur à 3, elles vont être retenues sur ce petit barreau. Ce qui est intéressant avec ce type d'outil, c'est qu'en fait, on peut envoyer le barreau chez le client, qui peut faire l'extraction chez lui. Donc, si le composé, si la matrice à analyser est un peu fragile, ça évite de l'envoyer chez nous. On peut faire l'extraction directement là-bas. Ce type de barreau est utilisé par exemple chez Veolia pour analyser des traces d'odeur dans l'eau. Et ils envoient ces petits barreaux-là dans le monde entier. Les extraits sont faits là-bas et ils renvoient les barreaux à Paris pour faire les analyses en GC. Donc ça, c'est une façon de concentrer les arômes. Il existe aussi d'autres types de préparation d'échantillons, comme la SPME. Donc la SPME, c'est Solid Phase Micro-Extraction. Donc ça, c'est en fait des petites fibres avec des polymères qui recouvrent la fibre. Et ces polymères-là ont des capacités d'absorption d'arômes, de composés volatiles. Elles sont plus exhaustives que ce qu'on trouve sur un twister, donc on va pouvoir analyser des molécules différentes, on va dire. Par contre, dans les faits, c'est une technique qui est un peu moins sensible, ça va capter quand même moins de molécules.
que le barreau dont je vous ai parlé au-dessus, en l'occurrence la technique SBSE. Il existe aussi la TFSPME. Donc, la TFSPME, c'est une petite fibre SPME aussi, mais cette fois-ci qu'on peut également envoyer. Donc, sur cette fibre, en fait, les composés volatiles vont se fixer. Comme ils se fixent sur la fibre précédente, sauf que la fibre précédente, elle est fixée finalement au préparateur d'échantillons, donc elle est chez nous, on ne peut pas vous l'envoyer. Par contre, le device en question, le petit bout noir que vous voyez, celui-là peut être envoyé chez le client peut faire l'extraction chez lui, et pareil, nous renvoyer le petit film noir, et nous, on peut le thermodéssorber et l'analyser dans nos machines. Il existe d'autres techniques comme Lightspace qu'on pratique aussi ici à Twistaroma. C'est, disons, une technique plutôt rapide pour faire du profil, mais elle est quand même, c'est pas ce qu'il y a de plus sensible, donc on le fait, mais c'est pas ce qu'on va faire en priorité. Et depuis peu, on s'est mis à faire ce qu'on appelle la direct thermal desorption. Donc là, en l'occurrence, on va mettre directement l'échantillon dans l'injecteur. On peut y mettre de l'huile ou également mettre des solides. Récemment, on a analysé les cols comme ça. On les met directement dans les petits tubes en verre que vous voyez là, et le petit tube en verre est placé dans l'incubateur, dans l'injecteur, pardon, et tous les composés volatiles sont désorbés et séparés en GC. Donc, je voulais vous présenter ici un exemple qui, j'espère, parlera à tout le monde pour ce qui est de l'analyse d'arômes. Et c'est ce qui, en fait, c'est ce qui m'est arrivé, moi, durant ma thèse. Et c'est comme ça que j'ai créé Twistaroma. Donc, l'exemple ici parlera d'autant plus facilement que c'est de l'analyse du vin dont je vais parler. Donc, généralement, quand on va déguster un vin, on va pouvoir percevoir des arômes comme le gras, le fruité, le floral, l'épicé, l'oxydé. Et pour les gens qui sont très connaisseurs et très bien formés, on peut détecter des arômes un petit peu plus compliqués, comme des fruits de la passion, des compotes de pommes, de l'ananas, de la banane, etc. En fait, vous l'avez compris, chacun de ces descriptifs correspond finalement à des molécules qui sont présentes dans la matrice à analyser, donc en l'occurrence ici le vin. Et ces molécules-là, en fait, il faut, pour pouvoir en faire un profil, il faut les concentrer. On ne peut pas injecter le vin directement dans une machine. C'est pour ça qu'on utilise des outils spéciaux de concentration préalable. À Twistaroma, on ne fait plus d'analyse comme dans les années 80-90 par extraction avec des solvants. On n'utilise que des techniques de concentration que je vous ai présentées, de micro-concentration. Donc, on n'a plus de solvants, on va dire, un peu méchant comme le chloroforme ou du chlorométhane, on n'utilise plus ces approches-là. Donc là, l'idée, c'est de concentrer les composés. On les met sur notre tube et après, notre petit barreau aimanté, là, il est disposé dans des liners et c'est injecté directement en chromatographie en phase gazeuse. Et en fait, grâce à notre base de données, on va pouvoir commenter chaque pic et pouvoir donner un descriptif aromatique à chacun des pics qui a été séparé et identifié. Ça permet finalement de faire un profil chimique. Donc, ce n'est pas un profil hédonique ou réalisé par un panéliste. Mais par contre, ça permet, quand on va comparer deux échantillons, de pouvoir identifier un pic qui pourrait apparaître dans un échantillon et pas dans un autre, et de pouvoir dire ce pic-là, attention, a une mauvaise odeur, ou ce pic-là, au contraire, a une bonne odeur. Donc, il faudrait travailler dessus pour pouvoir soit l'enlever, soit maximiser sa concentration. On utilise des approches de chimie informatique pour réaliser ça, puisqu'on analyse énormément d'échantillons et de diverses matrices. Donc, notre base de données comprend plus de 20 000 composés volatiles qui sont répartis sur diverses matrices. Donc, on en a plus de 2000. Ce qui fait qu'on peut interroger notre base de données sur une matrice quelconque et pouvoir identifier quels sont les composés qui sont attendus, quels sont ceux qu'on devrait voir, et adapter la technique d'extraction en fonction de la matrice en question pour pouvoir identifier un maximum de choses. Ces outils qu'on a développés permettent aussi de faire des comparaisons rapides. Donc, je peux vous montrer par exemple ces outils-là par le biais d'un exemple. Ici, on a analysé 15 vins
On a fait 3 extractions par produit avec le barreau aimanté. On a analysé ça sur notre chromatographie en phase gazeuse, sur une colonne type wax avec un programme de four qui est donné ici. Ça nous a pris à peu près 2 jours de temps machine, et derrière, il nous a fallu une dizaine de jours d'interprétation pour rendre un fichier Excel et des rapports d'interprétation. Donc, ce qu'on peut détecter par le biais de ce type d'analyse, c'est des ressemblances ou des similitudes entre les échantillons. Donc, vous avez ici les 15-20 qui sont représentés de 1 à 15. Et en fait, on a, grâce à nos outils métaboliques, pu identifier que certains des échantillons, et c'est valable finalement pour le vin, mais pour n'importe quel type d'échantillon qu'on va passer, étaient proches les uns des autres. Grâce à ces outils-là, on arrive à tracer des corrélations. Donc, vous avez par exemple le vin en rouge, donc le vin 1, qui est très proche du vin orange, qui est situé en position 2. Donc ça nous permet finalement de cartographier, d'avoir une espèce d'empreinte métabolomique des composés volatiles de chaque échantillon et pouvoir identifier ce qui les distingue ou ce qui les rend similaires. Donc là, je vous montre par exemple la présence d'un composé en particulier qui nous a sauté aux yeux sur les 15-20 qu'on a analysés, c'est le 4-éthylgaiacol. Donc, sur la représentation que vous avez à droite ici, on a mis les 789 composés qu'on avait identifiés dans les 15-20. Et grâce aux outils statistiques dont on dispose, on a pu identifier les composés avec le cercle violet foncé. Ce sont les composés qui sont statistiquement influencés par les 15-20. On a fait une ANOVA. Et en fait, le composé qui paraissait être le plus influencé dans les 15-20, c'était ce composé-là, le 4-éthylgaiacol. Et ce 4-éthylgaiacol, en fait, traduit la présence de levure. Encore une fois, on parle beaucoup de levure, qui est une Brettanomyces. Ces Brettanomyces, en fait, conduisent à la production de cet arôme dans le vin qui est plutôt un défaut, puisqu'il a des arômes d'écurie. Donc, en fait, assez rapidement, on a pu identifier ce qui pouvait clocher dans un des vins, enfin, dans les 2 vins, en l'occurrence, qu'on a trouvé ici, le vin 3 et 4. Derrière, pour analyser les arômes, classiquement aussi, ce qu'on fait ici à Twist Aroma, c'est qu'on va utiliser un olfactomètre. Donc, on a couplé notre olfactomètre à notre chromatographie en phase gazeuse. Donc, vous avez ici, en fait, une représentation schématique d'une chromatographie en phase gazeuse. Les arômes sont injectés effectivement dans l'injecteur, séparés dans la colonne. Et ici, on a ce qu'on appelle un split. Le split va en fait diviser le flux en 2. Une partie va aller dans le détecteur de masse, et une autre partie va aller dans le port olfactif, l'olfactomètre. Et derrière, on va, grâce à nos panélistes, on arrive à sentir finalement, arôme après arôme, les composés qui vont passer. Et à chaque fois qu'un composé est identifié sous forme de descriptif aromatique, ou si la personne sent quelque chose, même si elle n'arrive pas à le décrire, elle va appuyer sur un des 4 boutons. Et quand on fait la somme de l'ensemble des panélistes qui sont passés, on arrive à pouvoir tracer une sorte, ce qu'on appelle un olfactogramme, qui va nous permettre de détecter quels sont les composés olfactifs les plus puissants dans l'échantillon passé. Alors, ça peut être puissant dans le sens bon ou pas bon, effectivement. Et grâce au descriptif, on arrive à savoir si l'arôme en question est bon ou pas bon. Et derrière, comme c'est synchronisé avec le spectromètre de masse, eh ben, on arrive de la même façon à identifier chacun des arômes pour pouvoir identifier quelles sont les molécules en question qui sont impliquées dans l'arôme du produit. Donc, par exemple, vous voyez ici l'arôme 36, eh ben, il a l'air très petit sur le chromato, mais finalement, en termes d'intensité olfactive, il est relativement grand. Donc, voilà le type de genre d'information qu'on peut obtenir. Quand on le passe, nous, sur des échantillons qu'on analyse, on va commenter de cette façon-là les chromatogrammes en donnant des descriptifs aromatiques. Et généralement, ça correspond relativement bien à ce qu'on a dans notre base de données, puisque en fait, chaque molécule qui va être perçue par les panélistes vont être commentées avec une odeur perçue par le panel, mais on va également nous commenter ce qu'on a dans notre littérature. Donc voilà, vous voyez par exemple, la personne à 4 minutes 60 a senti du poisson. Notre chromatogramme, notre spectromètre de masse, pardon, l'a identifié comme étant la triméthylamine et on l'avait déjà commenté comme étant un arôme de poisson.
Cet outil-là nous a été très, très utile pour travailler sur un projet de caractérisation des odeurs de houblon. En Alsace, comme vous le savez, on cultive du houblon et la coopérative agricole nous avait donné une étude. Il fallait qu'on détermine et qu'on identifie quels étaient les arômes impliqués dans leur nouvelle variété de houblon qui donnait des arômes de fruits rouges, en l'occurrence plutôt de fraises, à tel point qu'ils avaient appelé leur houblon barbe rouge. Donc on a passé différentes bières qui avaient été faites avec différents types de traitements, de processus industriels pour créer les bières. Et avec ce houblon-là, et donc on a passé ça sur notre chromatographie en phase gazeuse avec l'olfactomètre. Et à chaque fois que la personne sentait un arôme de fruits rouges, eh ben, on avait un pic. Et quand on fait la somme de l'ensemble de tous ces pics, on travaille en ce qu'on appelle NIF, c'est donc Nasal Impact Factor. C'est finalement une sorte de fréquence de détection d'un arôme moyennée sur l'ensemble des panélistes. Et bien, on arrive à identifier derrière nous quels sont les arômes en question. Donc ici, ça a donné lieu à une publication. Voilà, à 7 minutes 48, on a identifié quels étaient les arômes qui contribuaient à l'arôme quel était le composé volatile qui contribuait à l'arôme de fruits rouges ou de fraises. Et donc, on en a identifié plusieurs de cette façon-là. Donc, il y avait l'éthylbutanoate, l'éthyl 2-méthylbutanoate. Et cette approche-là, donc, on la réplique pour analyser tout type de produits sur diverses matrices. Je vous montre également nos capacités de screening des antioxydants. Je sors un petit peu du sujet, mais une fois qu'on a compris qu'on pouvait faire des chromatogrammes dans divers sens, on peut le répliquer, le faire également sur l'HPLC. Et le parallèle pour moi est assez intéressant parce que nous, on dispose d'une technique d'analyse qui nous permet d'identifier des polyphénols, donc en haut, en spectrométrie avec un détecteur UV. Et on fait réagir ces polyphénols dans une boucle de réaction où on a un chromophore qui change de couleur quand le composé est antioxydant. Et on mesure cette activité sur un deuxième chromato qui, lui, vient, comme tout à l'heure pour l'olfactomètre, se superposer. Et donc, on arrive à identifier quels sont les composés qui sont antioxydants très rapidement. Vous voyez, par exemple, le composé 2, lui, est relativement bien concentré dans l'échantillon qu'on a passé. Par contre, il a très peu d'activité antioxydante. Twist Aroma aussi s'est spécialisé dans l'analyse large spectre. On parlait tout à l'heure de l'alimentation des animaux. On a été également contacté par l'Université de Bavière à ce sujet-là pour détecter la présence de saponine dans la luzerne. Alors les saponines non seulement donnent une amertume très prononcée, donc c'est pas très agréable pour les animaux, puisque la luzerne, c'est donc un aliment qui est donné aux animaux, donc en l'occurrence ici c'était des poulets. Et en fait, dans le développement de différents types de luzerne, il nous a été demandé de screener les saponines pour pouvoir identifier quelles étaient les saponines présentes dans différentes variétés de luzerne afin de pouvoir faire du croisement génétique. Et donc, à Twist Aroma, on est aussi équipé pour faire ce genre de choses. De la même façon qu'on peut identifier les arômes, on peut identifier aussi des molécules plus compliquées et plus diverses en utilisant cette fois-ci l'HPLC UV ou l'HPLC QTOF. Donc, dans notre développement, depuis ces 10 dernières années, on est passé donc de matrices type vin ou bière à des matrices plus complexes encore et plus diverses. Ça va des huiles au col, en passant par le café, le sang, et plus récemment, l'analyse de volatiles présents dans des cellules infectées par du Covid-19. Les analyses qu'on fait nous permettent finalement de travailler sur tout type de matrice, liquide, solide. On peut détecter différents types de molécules comme des acides gras, des esters, des terpènes, des polyphénols, des vitamines, des saponines, des pesticides, voire du THC. Donc on est équipé, on a à peu près 200 standards analytiques pour faire des quantifications si besoin. Et sinon, nos bases de données, en tout et pour tout, GC plus LC comptabilisent plus de 300 000 composés volatiles et non volatiles.
Voilà, j'en ai fini pour la présentation. Je crois que c'était assez rapide. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Damien. C'était bien précis, ta présentation. Et puis, en plus, c'était dans le timing. Alexiane, est-ce qu'on a des questions? Alors, nous avons une première question de Nicolas qui demande quel est le coût approximatif pour identifier les arômes présents dans une matrice de type huileuse. Ça va dépendre de quel type d'huile on va parler en fait. Si c'est des huiles essentielles, si c'est de l'huile de tournesol, c'est vraiment très variable. Je ne sais pas si j'ai une réponse ou pas. Vous le voyez en fait quand je fais ça, j'imagine, non? Ouais, on va voir si Nicolas peut-être peut préciser sa question. Ah, voilà. Macérat de poivron dans l'huile de tournesol. Ok, donc là on va essentiellement voir des pyrazines, je pense. Bon, effectivement, c'est variable. Je vais avoir du mal à donner un tarif précis. Il faut voir qu'en moyenne, on est entre 300 et 1000 euros l'analyse. Ça va dépendre effectivement de ce qui est recherché et de la concentration, parce que c'est vraiment le gros problème des arômes, c'est qu'ils sont très peu concentrés. C'est de l'ordre du ppm, donc il faut tout de suite utiliser des techniques assez consommatrices de temps finalement. Donc voilà, je dirais entre 300 et 1000 euros. Voilà la réponse que je peux donner. L'adresse mail, de toute façon, Damien, est en bas de ta présentation. Hein, donc, Oui. tu n'hésites pas aussi à vous contacter en direct par la suite, après ce webinaire, pour avoir un peu plus de précision sur les tarifs. Est-ce qu'on a d'autres questions, Alexiane? Oui, on en a une de Samson, qui d'abord vous remercie pour cette belle présentation et qui demande « Allez-vous jusqu'à l'identification des récepteurs, entre parenthèses bouche ou olfactifs, en charge de la détection des différentes molécules volatiles ?» Alors, non. Non, c'est la première fois qu'on me pose cette question. Il doit y avoir un intérêt, mais je ne le vois pas spontanément. Donc là, non, nous on fait pas ce genre de choses. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Alexiane? Là, j'en vois pas dans le fil. Après, moi, je me posais une question. Du coup, je ne sais pas si vous en avez parlé dans la présentation, mais pour différentes matrices, est-ce que les molécules peuvent avoir des temps de rétention, une même molécule peut avoir des temps de rétention qui sont différents et qui, du coup, pourraient complexifier la lecture entre un yaourt, par Alors, une exemple, molécule et un vin? J'en sais rien. entre un yaourt et un vin, je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Pardon, je reformule. Je disais, par exemple, pour une même molécule, je n'ai pas de nom en tête, mais qui va être dans Ok. deux matrices différentes, donc vraiment différentes, texturement différentes, est-ce qu'il va y avoir des temps de rétention, par exemple, peuvent être différents et qui pourraient complexifier la lecture d'un chromatogramme, par exemple? Euh, Alors, pour être précis, il faut rentrer un tout petit peu dans la technique. C'est pas la matrice qui va modifier le temps de rétention de la molécule. On peut avoir analysé un yaourt ou du vin. Si on utilise la même technique d'extraction et le même protocole de GC, en principe, ils sortent au même temps de rétention. Il y a pas de raison que ça change quoi que ce soit. Donc, la molécule sort toujours au même moment. Par contre, on peut modifier le run chromatographique, je dirais, pour permettre de soulager un peu l'attention du panéliste dans le cadre de la chromatographie liée à l'olfaction. Parce que pour tous ceux qui en ont fait et ceux qui en ont fait, qui assistent à la présentation que je suis en train de faire là, confirmeront sans doute, c'est assez fatigant de rester 1 heure derrière un olfactomètre à attendre que les arômes arrivent. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on se débrouille pour que ça dure une trentaine de minutes. Et on ne peut pas aller au-delà parce que sinon le panéliste est fatigué. C'est assez fatigant de faire ce genre de choses. Donc les temps de rétention finalement vont varier en fonction de la matrice, mais c'est parce que l'analyticien, en l'occurrence les gens chez nous qui réalisons les runs chromatographiques, modifie les temps pour qu'on ait un maximum d'arômes en un minimum de temps. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Le temps de rétention, ce n'est pas un indice suffisant pour identifier une molécule, c'est surtout le spectromètre de masse qui donne l'information la plus valide.
D'accord, ça marche. Dans le fil, je ne vois pas d'autres questions. Ok, super. Bah, merci beaucoup à tous les intervenants. Si vous avez des idées en tant que participant sur d'autres webinaires, n'hésitez pas à nous en faire part. N'oubliez pas également qu'on a nos groupes de travail et nos commissions où on rentre un peu plus dans les détails également. Vous retrouverez toutes les présentations. Si tu peux te déconnecter, Damien, s'il te Ouais. plaît. Je vais partager juste l'outil de veille tremplin. Donc, en tant qu'adhérent, vous avez accès, vous retrouverez toutes les présentations et le compte-rendu dans cet outil. Faut que je clique où? Excuse-moi, je suis Du coup, désolé. on partage d'écran, pardon, excuse-moi. C'est bon là? Oui, là c'est bon. Ok, super, merci. Donc, je vous montre juste rapidement l'outil de veille tremplin. C'est de la veille internationale sur la bioéconomie. Voilà, donc là, par exemple, j'ai tapé un mot-clé, le mot levure. On veut des acteurs qui travaillent sur la levure. Bah, voilà, le SAF ressort. Nous avons également l'Allemand qui est membre du pôle. Vous avez toutes les informations sur le mot levure. Et vous avez un extranet où vous retrouvez toutes les présentations de toutes nos réunions, de tous nos webinaires sur cet outil-là. Donc, n'hésitez pas, je vais vous renvoyer le lien dans la discussion à vous inscrire si vous n'avez pas encore vos codes. Voilà, j'en ai fini pour ma part et je voyais qu'il y avait une question en suspens. Est-ce que Antoine, vous vouliez répondre? Antoine de chez Le Safre. Il est plus là, Antoine? Non. Ok, bon, bah, on lui répondra à la dame qui a posé la question en direct. Alexandre, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, moi, je n'ai rien à rajouter. Eh ben, on va clôturer dans ces cas-là ce webinaire. Encore merci d'avoir été nombreux à y participer. On vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Et n'oubliez pas demain le quiz sur la bioéconomie. Vous retrouvez le lien également sur la discussion. Et puis la journée nutrition au mois de février. Voilà, on reste à votre disposition si vous voulez plus d'informations sur le pôle IAR et ses événements. À très bientôt et merci à tous. Merci à tous.